Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous d'information ici en Provence-Alpes. Au sommaire de cette édition, la large victoire de l'Olympique. Le témoignage d'un médecin retraité à Velleron dans le Vaucluse, Bernard Senet, assume avoir aidé des patients à mourir en important un puissant anesthésiant interdit en France. À la une de l'actualité nationale et internationale, l'abaissement de la note souveraine de la France. L'agence de notation financière Fitch estime que l'augmentation de la dette publique limite la capacité du pays à réagir à de nouveaux chocs. Nous verrons quelles seront les conséquences de cette dégradation de la note. Les footballeurs marseillais n'ont fait qu'une bouchée des Merlus, 4-0 à domicile après un début de saison chaotique et avant l'enchaînement de matchs compliqués. L'OM se devait de se rassurer. Michel Aliaga et Valérie Bourg. Sortir du tunnel du mois d'août pour entrevoir la lumière la semaine prochaine. L'objectif paraît simple. Face aux modestes Lorientais, c'est incroyable. Vous savez, quand on est gamin, on rêve de jouer au Real. On rêve de jouer ce genre de match. On est impatient. Ça reste de l'excitation. Bien évidemment, il faut aussi avoir la tête froide pour essayer d'entamer et d'aborder de la meilleure façon ces gros matchs. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Mais c'est sûr que c'est très excitant pour un joueur de foot. Merci beaucoup. Merci. Vite, aller se coucher, se reposer et pourquoi pas aller mettre un cierge à Notre-Dame. Ce sera autre chose que Lorient dans quelques jours. Le réveil aussi pour les rugbymen aixois. Après 2 défaites, Provence Rugby s'est largement imposé à domicile hier soir face à Biarritz, 52-10. 7 essais inscrits par les Provençaux, plus expérimentés. Ils ont démontré leur puissance et leur vitesse sur les ailes face à une défense biarrotte dépassée. Quelques mots de hockey sur glace avec le début du championnat de la Ligue Magnus. Hier soir, les Spartiates marseillais ont gagné à domicile contre Anglet 3-2. Défaite en revanche pour les clubs alpins. Briançon et Gap se sont inclinés face à Angers et Rouen. Également dans l'actualité, une opération escargot entre Vitrolles et Marignane contre les vols de nuit à l'aéroport Marseille-Provence. Plusieurs associations, comités d'intérêt de quartier et collectifs de riverains se mobilisent pour dénoncer l'impact sur la santé et l'environnement. On retrouve sur place Arnaud Delair. Une trentaine de véhicules, des pancartes et un message clair « Stop au vol de nuit ». Vers 10h ce matin, une trentaine de véhicules a pris la route depuis Vitrolles, direction l'aéroport Marseille-Provence. Plus qu'une action symbolique ou une opération escargot, c'est un cri du cœur de riverains qui n'arrivent plus à trouver le sommeil. Tous les soirs, vous avez 45 à 60 vols, de 22h à 6h du matin. Tous les soirs. Ça veut dire que c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas s'habituer. Il y a des vols tout le temps. Il n'y a qu'une tranche horaire où on peut espérer ne pas avoir un avion, c'est de 4h à 5h. En dehors de ces tranches, de 22h à minuit, il y a 30 vols, que des low cost, parce que les low cost font 6 rotations par jour, ce qui fait que la dernière rotation est toujours en retard, et donc ils arrivent vers 11h30, minuit et demi. Et très tôt le matin, on commence à partir dès 5h30. Ce qu'on demande, c'est, comme tout le monde, dormir au moins 6 heures la nuit. Collectifs de riverains et associations réclament donc la même chose, l'arrêt total des vols entre 22h et 6h du matin. L'État devrait rendre une décision d'ici juillet 2026. Autre sujet de contestation, le projet d'extension du centre de stockage de déchets à Entrevaux dans les Alpes de Haute-Provence, à la frontière avec le département des Alpes-Maritimes. Un collectif d'habitants va manifester en début d'après-midi afin de réclamer l'abandon du projet. Gaël Camba nous explique pourquoi il suscite tant de colère. Voilà le site de compostage de déchets verts derrière moi. Le site n'est pas bien grand, mais il pourrait bientôt doubler de surface. Tout ce champ pourrait bientôt être recouvert de déchets verts. Les habitants vont se regrouper ici à 14h pour protester contre ce projet, car ici,
2 fois plus de déchets seront entreposés, c'est-à-dire 2 fois plus de trafic de camions, des camions qui transporteront aussi des biodéchets non dangereux. C'est ce changement qui inquiète les habitants d'ici. Le site pourrait prochainement accueillir des bouts de stations d'épuration, de papeterie, des déchets de cuisine, ce qui n'est pas le cas actuellement. Cela aurait un impact olfactif et visuel, d'autant que l'on est juste à côté de la route. Alors pour Entrevaux, labellisé plus beau village de France, c'est un projet qui fait tâche. Alerte météo dans le Var ce samedi est placée depuis la fin de matinée en vigilance orange, orage, pluie et inondation. Cet épisode méditerranéen devrait être particulièrement actif sur les zones littorales varoises et dans une moindre mesure dans les Bouches-du-Rhône placées en vigilance jaune. À partir de lundi et durant un mois, Bernard Senet, médecin généraliste retraité à Velleron dans le Vaucluse, comparaîtra devant le tribunal judiciaire de Paris pour complicité d'importation de Pentotal, un puissant anesthésiant interdit en France. Il assume avoir aidé des patients à mourir. Frédéric Dott et Frédéric Roche l'ont rencontré. La première fois que j'ai accompagné quelqu'un, c'était dans le cadre de mes études de médecine. On avait des malades en fin de vie qui étaient tout de même très amochés, très dépendants. Et le personnel infirmier qui nous le disait, on ne peut pas le laisser dans cet état-là. Serein devant son café, en retraite depuis longtemps, le docteur Senet revendique d'aider depuis 50 ans ses patients condamnés à abréger leur souffrance. J'ai aidé à peu près 2 personnes par an. Aider, ça veut dire quoi? Il y a le geste vraiment d'euthanasie, planter une seringue et injecter un produit mortel. Et puis il y a aussi le geste de mettre quelqu'un en sédation profonde, terminale. Ça peut aussi être ce pourquoi je suis inculpé, d'avoir donné l'adresse pour se procurer un produit mortel. Si je pense assez souvent à la fin de vie, c'est qu'ayant un caractère très indépendant, je sais très bien qu'une éventuelle dépendance me sera tout à fait insupportable. Depuis son cabinet à la maison, l'ancien médecin de famille n'a jamais cessé de répondre aux demandes. Militantisme affiché sur le t-shirt, pour Bernard Senet, l'humain passe avant le respect de la loi. Il n'est pas question de lâcher la main des gens qui sont en phase terminale d'une maladie évolutive. Je pense que ce ne serait pas mon rôle de généraliste, mais aussi de médecin de soins palliatifs. On accompagne les gens jusqu'au bout. Et s'ils le demandent, et je le rappelle bien que c'est exceptionnel, s'ils le demandent, de les accompagner à mourir. Poursuivi pour l'importation illicite du Pentotal mortel, le docteur Senet espère bien transformer son procès en tribune pour l'aide à mourir en France, alors que la loi déjà adoptée par les députés reste en attente d'un vote au Sénat. 85-10% des Français veulent une loi pour légaliser l'euthanasie. Et il faut que les sénateurs ils entendent ça. Et ben, c'est l'occasion de remédiatiser, de refaire parler de ces problèmes. Ni l'ordre des médecins, ni aucune famille n'a jamais porté plainte contre le docteur Senet. Produire du plastique à partir d'algues vertes, c'est le concept encore expérimental d'une start-up établie à Port-Saint-Louis-du-Rhône en Camargue. L'entreprise ambitionne de passer en production industrielle au cours des prochaines années. Adrien Gavazzi, Alban Poitvin. Le président du Sénat, Gérard Larcher, était en visite hier dans plusieurs communes des Hautes-Alpes, gares de Colombes, Tallard et Gap. Échange avec les élus, séquence autour d'un établissement de santé. Lucie Robert et Michael Flores ont suivi l'après-midi du 3e personnage de l'État. Couper le ruban pour mieux maintenir le lien avec le territoire et ses citoyens. Ce rendez-vous était pris depuis longtemps. En pleine crise politique, Gérard Larcher n'a pas souhaité modifier son agenda. C'est un moment de bonheur, dans un moment difficile pour le pays, pour moi de venir sur le terrain, comme je le fais quasiment chaque semaine. Je pense qu'une partie, aujourd'hui, des tensions dans notre pays, c'est aussi parfois pour nos concitoyens d'avoir le sentiment qu'on est loin d'eux, qu'on n'est pas en proximité par rapport à eux. Et ce que j'ai vécu, par exemple, ce matin ou ce début d'après-midi, y compris ici avec des patients, en échangeant, c'est cette proximité dont on a besoin. À Tallard, tous étaient fiers d'inaugurer ce centre médical modèle dédié à la réadaptation et au grand âge. 20 millions d'euros d'investissement, dont 3 millions de l'ARS. L'occasion pour les élus locaux d'illustrer leur capacité à travailler ensemble comme un message au futur gouvernement. C'est simplement faire en sorte de faire du compromis. Le compromis, ce n'est pas la compromission, c'est essayer de faire un pas les uns envers les autres pour au moins jusqu'en 2027 faire en sorte que les Français n'aient pas peur, aient plus confiance en eux et qu'on fasse
en sorte que la machine continue à fonctionner. Ici dans les Hautes-Alpes, on est 3 parlementaires, on est bien évidemment pas la même obédience politique. Néanmoins, lorsqu'on est à Paris, on défend notre territoire et tout ce qui est pris pour notre territoire, ce serait bien que le bon sens rural fasse un peu des émules au niveau de l'Assemblée nationale et de nos gouvernements. Le troisième personnage de l'État a longuement échangé avec les élus locaux, nombreux à honorer ce rendez-vous. Quelle que soit leur couleur politique, le Sénat incarne aujourd'hui une stabilité rassurante et respectée. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale. L'agence de notation financière Fitch a abaissé hier soir la note souveraine de la France à A+, avec perspective stable. Elle sanctionne le pays pour son instabilité politique et ses incertitudes budgétaires. Alors concrètement, quelles seront les conséquences de cette note? Élément de réponse avec Camille Rijad. Le coup près est tombé. Hier soir, l'agence de notation Fitch a abaissé la note de la dette souveraine de la France. A+, un 16 sur 20, l'équivalent d'une note de qualité moyenne. Le ministre de l'économie démissionnaire tient compte de cette décision et poursuit. Le nouveau Premier ministre a d'ores et déjà engagé la consultation des forces politiques représentées au Parlement en vue d'adopter un budget pour la nation et de poursuivre les efforts de rétablissement de nos finances publiques. Cette note mesure la capacité de la France à rembourser sa dette. Elle n'a cessé de se dégrader ces 30 dernières années, passant d'un triple A à A+ désormais. Loin d'être une surprise pour cet économiste. La note en soi ne vient que confirmer ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire qu'on a un problème de finances publiques. Mais ce n'est pas la dégradation en soi qui est problématique, c'est l'état dégradé des finances publiques qui a conduit à cette dégradation qui est problématique. Moins de confiance et donc des taux d'emprunt à la hausse. Quand il y a une dégradation de la note, ce taux-là flambe. Mais selon ce trader, les marchés financiers ont déjà anticipé cette détérioration. Il ne devrait pas y avoir de conséquences immédiates. Depuis cet été, en fait, les taux ont intégré l'annonce d'une dégradation de la note. Et donc, on devra en rester là. Donc, déjà, une hausse qui est assez conséquente, 0,4% de hausse des taux. C'est un surcoût, une dépense supplémentaire pour la France. Donc, il n'y aura pas de hausse spectaculaire des taux. Cet abaissement de la note pourrait préfigurer une décision similaire de la part des 2 autres grandes agences de notation. Elles rendront leurs conclusions d'ici fin novembre. C'est le premier déplacement du nouveau locataire de Matignon. Sébastien Lecornu est en ce moment même en Saône-et-Loire, au centre de santé départemental de Mâcon. Le Premier ministre a pris ses fonctions il y a 4 jours. Son gouvernement n'est pas encore formé, mais sa cote est au plus bas. On retrouve Astrid Mesmorian. Je suis venu pour vous, a dit Sébastien Lecornu au personnel médical rencontré aujourd'hui. Pas un mot à la presse, en revanche, tenu à bonne distance du nouveau Premier ministre, réputé discret, n'aimant pas la lumière. Pourtant, ce premier déplacement intervient au lendemain de la dégradation de la note française, matérialisant de fait les déboires politico-financiers et lui servant sans doute d'aiguillon supplémentaire quant à l'impératif de trouver un accord sur le budget. Sébastien Lecornu est venu aujourd'hui parler santé, déserts médicaux, démontrant ainsi sa volonté d'écoute, sa volonté de poursuivre les consultations, lui qui se dit conscient des attentes des Français. Et pour filer à la métaphore médicale, quant à l'explicitation de sa méthode dite de rupture, eh bien nous aurons sans doute plus de détails ce soir aux alentours de 19h. Un grand entretien est à paraître dans la presse quotidienne régionale. Le secrétaire général de l'OTAN a annoncé hier une opération visant à renforcer la défense du flanc est de l'Europe. Cette décision intervient au surlendemain de l'intrusion d'un drone russe dans l'espace aérien polonais, alors que viennent de commencer de grandes manœuvres russes et biélorusses aux portes de la Pologne. Alexandre Allais. 3 Rafales français stationnés en Pologne, armés. Et cet avion A400M transportant marchandises et personnel, envoyé en renfort. Il a décollé de la base aérienne d'Orléans hier. Les Européens sont en alerte. Quelques jours à peine après l'incursion accidentelle ou non dans le ciel polonais d'une vingtaine de drones russes tels que celui-ci. Les actes irréfléchis de la Russie représentent non seulement une violation du droit international, mais aussi une escalade déstabilisatrice qui rapproche toute la région d'un conflit. D'autant plus que la Russie et la Biélorussie, main dans la main, ont débuté hier un exercice militaire de grande ampleur.
aux portes de la Pologne. Hérité de la période soviétique et organisé tous les 4 ans. C'était à la suite de cet exercice en 2021 que la Russie envahissait l'Ukraine. Dans ce contexte, l'OTAN a décidé de renforcer l'intégralité de sa défense sur le flanc Est. Nom de l'opération Eastern Sentry, Sentinelle orientale. Cette activité militaire débutera dans les prochains jours et mobilisera divers moyens provenant d'alliés tels que le Danemark, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et d'autres pays. En parallèle, la Pologne, la Lituanie ou encore la Lettonie ont instauré des zones d'interdiction de vol, ici en bleu, le long de leurs frontières. Les drones entrants seront ainsi mieux détectés. Enfin, au sol en Pologne, ces barbelés ont été installés et 40 000 soldats sont déployés le long de la frontière biélorusse. La nuit dernière, l'ONU a adopté à une large majorité une déclaration visant à donner un nouveau souffle à la solution à 2 États, israéliens et palestiniens, en excluant le Hamas. Le document se veut une feuille de route pour les pays qui s'apprêtent à reconnaître l'État palestinien le 22 septembre. Les États-Unis et l'État hébreu ont voté contre ce texte. On retrouve en Israël Arnaud Miguet. C'est un premier pas avant la reconnaissance d'un État palestinien qui devrait avoir lieu lundi 22 septembre à l'initiative de la France et de l'Arabie Saoudite. Sans surprise, hier, Israël et les États-Unis ont voté contre cette déclaration de New York qui était soutenue par 142 des 193 États membres. C'est une feuille de route qui prévoit une solution à 2 États, un État palestinien démilitarisé, le Hamas exclu avec la fin de la guerre à Gaza. Le gouvernement israélien s'y oppose catégoriquement. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a dit qu'il n'y aurait pas d'État palestinien, un Premier ministre qui menace d'annexer une partie de la Cisjordanie avec l'implantation de colonies. Et le Premier ministre de menacer également de fermer le consulat français à Jérusalem. Retour dans notre région, la ville de La Ciotat vit jusqu'à demain au rythme du festival Lumexplore, festival du film d'exploration, sciences et environnement. Avec 14 films en compétition, des expositions et de nombreux ateliers, l'événement qui fête ses 10 ans propose de rencontrer des aventuriers scientifiques engagés. Reportage de Cédric Cottaz et Emmanuel Zini. Où, ailleurs qu'à La Ciotat, est-il possible de voyager ? De plonger au cœur du système solaire. Là, ce sont des fragments de glace. Ou encore d'échanger avec un astronaute devant le plus vieux cinéma du monde, l'Éden. Et en apesanteur, c'est très bizarre parce que le corps flotte, tout flotte. Ici, vous avez les explorateurs et les réalisateurs de films dans des milieux extrêmes qui font des choses fascinantes, c'est magnifique. Et puis, il y a le public qui vient écouter ceux qui ont fait des choses de dingue. Alors, il y a une magie qui s'opère, d'autant plus que derrière, il y a un sens. C'est pas juste l'aventure humaine, il y a un sens scientifique, environnemental. Car le festival Lumexplore, c'est tout ça en même temps. Des rencontres avec des explorateurs, des ateliers et cette volonté de mixer films d'aventure et films scientifiques. La recette du succès depuis 10 ans. Vous voyez, l'eau, elle va rentrer par là et ensuite on va filtrer et à la fin, ici, on a un collecteur. Donc on va pouvoir l'ouvrir et récupérer le plastique. Puisque l'exploration, c'est aussi des actions concrètes et environnementales. La goélette 7e continent qui prélève et étudie des microplastiques présente ses actions scientifiques aux scolaires. Il y en a qui jettent des piles, des trucs, mais c'est très dangereux pour les animaux. C'est mieux de savoir d'où ils viennent comme ça. Mais comme ça, tu peux essayer de faire des manifestations ou des trucs comme ça. Ces enfants-là, ce ne sera pas forcément tous des biologistes ou des explorateurs, mais par contre, ce sera peut-être les futurs chefs d'entreprise qui auront besoin de prendre des décisions aussi importantes pour l'environnement. Et donc, c'est très important de commencer très jeune pour les sensibiliser à respecter notre planète. Originalité du festival, il ouvre aussi ses portes à de jeunes réalisateurs, peut-être les explorateurs de demain, grâce au concours Lumexplore Junior. La rade de Saint-Tropez n'abrite pas seulement des voiliers de plaisance et des yachts. Durant 2 jours, elle accueille une compétition nautique mondiale avec les catamarans les plus rapides du monde. La 2e journée a dû être annulée en raison des violents orages attendus. Mais Ali Benbournan et Maxime Menevaux ont suivi la journée d'hier. Lancés à pleine allure, ces Formule 1 de la mer volent quasiment sur l'eau. Ces bateaux high-tech battent d'ailleurs des records de vitesse. Certains dépassent les 100 km/h. Particularité de ces bijoux technologiques, il n'y a pas de voile, juste une aile rigide qui permet de faire la différence. Je suis le régleur de l'aile, donc c'est une aile rigide comme une aile d'avion.
Et moi j'aurais que ça forme. Donc plus je la campe, plus il y a de puissance. Et par contre quand il y a beaucoup de vent, on réduit la puissance parce qu'on en a trop et on risque de faire chavirer le bateau. Au cœur du golfe de Saint-Tropez, ces bateaux font le show. Mais dès le matin, tôt, le spectacle avait lieu sur terre avec la mise à l'eau des 12 bolides représentant leur pays. C'est un moment vraiment critique parce que c'est une logistique qui est quand même assez compliquée parce qu'il faut d'abord amener le bateau sur la zone de grutage. Il faut ensuite sortir l'aile rigide. La grue prend l'aile rigide, la met au-dessus du bateau. Donc il y a toute une phase où l'aile doit être fixée au bateau. Donc pendant toute cette phase-là, c'est sûr que là, il faut qu'il y ait zéro problème. Mais avant de naviguer, tout se passe sur ce simulateur où chaque équipe s'entraîne avant la course. Le bateau est composé de toutes sortes de contrôles, systèmes de contrôle qui sont quand même très évolués. Des contrôles panels, toutes sortes de petits boutons. Même le volant est équipé de boutons, de joysticks, de systèmes de gâchettes un peu comme des motos. Donc là, comme une Formule 1. Des bateaux magnifiques, un cadre idyllique, cette course hors norme ne pouvait pas se dérouler ailleurs. La particularité du golfe, il y a 2 entrées principales qui sont les vents d'est d'un côté ou les vents d'ouest de l'autre. Donc c'est vraiment un endroit magnifique pour faire du bateau. Et justement, en raison d'un vent piégeux, le bateau français pointe à la 6e place. Les Britanniques sont eux premiers, mais rien n'est perdu à 2 étapes de la fin de cette compétition mondiale. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle que le Var est placé en vigilance orange, orage, pluie et inondation. Donc prudence si vous avez à vous déplacer, surtout sur le littoral du département. Et sachez que sur l'autoroute A8, en direction de l'Italie, au niveau des Adrets, la circulation est totalement interrompue en raison d'un accident. Un camion s'est renversé, le conducteur est grièvement blessé. Information à retrouver sur notre site internet paca.france3.fr. Je vous souhaite un très bon après-midi et j'espère à ce soir 19h14. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur paca.france3.fr et sur l'application ICI.